Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'ancien ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, a perdu connaissance au cours de son audience à la Criette. Il a été convoqué dans le cadre du dossier de 39 hectares de parcelles à Abomey-Calavi. Les cadres du ministère des petites et moyennes entreprises ont fait le bilan annuel à mi-parcours du travail abattu jusqu'au 20 juin 2021. C'était au cours d'un atelier qui s'est déroulé dans l'enceinte du dit ministère. Et puis, le projet de modification du code électoral au Sénégal crée une vive polémique. L'opposition estime que cette réforme va empêcher l'organisation d'élections transparentes et se dit prête à affronter le président Macky Sall. Merci pour l'attention. En images convoquées ce mardi 13 juillet 2021 dans le cadre du dossier de 39 hectares de parcelles à Abomey-Calavi, l'ancien ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, a eu un malaise à la barre face à cette situation inattendue. Le juge de séance a suspendu l'audience qui a repris dans l'après-midi. Par ailleurs, le préfet Jean-Claude Kodja, au cours de cette même audience, a reconnu avoir demandé à l'ancien maire Georges Bada, à travers une correspondance en date du 17 novembre 2016, de procéder au dédommagement de Dame Corinto conformément à la décision de la justice. Il a également notifié que c'était un ordre de l'ancien ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Les cadres du ministère des petites et moyennes entreprises sont en atelier depuis ce mardi matin. Il s'agit pour eux de faire le bilan annuel à mi-parcours du travail abattu du 20 juin jusqu'au 20 juin 2021. Frédéric Espoir Mouabou, Jean-Baptiste Bocor. Cette première revue du plan de travail du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi au titre du premier semestre de l'année 2021 offre l'occasion aux participants de passer au peigne fin leur performance. C'est également le créneau pour identifier les goulots d'étranglement afin de prendre de nouvelles résolutions en vue de satisfaire les usagers clients du dit ministère. S'il est vrai que les 4 premiers mois de cette année ont été marqués par un ralentissement des activités en raison du double contexte sanitaire et électoral, il n'en demeure pas moins vrai aussi que nous devons faire un diagnostic sans concession de nos réalisations par rapport à nos prévisions. Il en ressort donc une contre-performance en 2021 par rapport au premier semestre de 2020. Ce contexte doublement hypothéqué, les évaluations faites à la fin juin 2021 estiment le taux d'exécution physique à 27,92%, le taux d'exécution financière base engagement à 32,45% et le taux d'exécution financière base ordonnancement à 20,47%. Une contre-performance par rapport à l'année écoulée. C'est ce qui amène le ministre à lancer cet appel à ses collaborateurs. Je nous exhorte donc tous à plus de rigueur, d'abnégation, de sérieux, de collaboration et de responsabilité dans la mise en œuvre de notre part du programme d'action du gouvernement à travers les programmes, activités et actions qui relèvent du ressort du département ministériel dont nous avons la charge. Certainement que des dispositions idoines seront prises à travers cette revue pour une mise en œuvre efficiente en vue d'améliorer les performances de façon significative.
Oulimat Sarr, directrice régionale de l'Agence des Nations Unies pour l'égalité, genre et l'autonomisation de la femme ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, et l'ambassadeur désigné de la République algérienne démocratique et populaire près le Bénin, avec résidence à Abuja, Ossine Latli, ont été reçus ce lundi en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi. À la sortie de ces assises, les deux personnalités ont évoqué les raisons de leur visite. Suivez plutôt. Aujourd'hui, ONU Femmes, qui est l'agence des Nations Unies qui a pour mandat l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes, n'a pas de présence au Bénin, donc nous sommes une agence non résidente, mais nous sommes venus nous enquérir d'un certain nombre de résultats et surtout parler de nouveaux chantiers. Nous avons parlé des Nations Unies, de l'accès aux femmes à la commande publique. Nous avons parlé aussi des statistiques désagrégées par genre et tous les chantiers autour de l'autonomisation de la femme et particulièrement de la femme béninoise. Nous fêtons les 25 ans de la plateforme revendicative de Beijing. Il y a de cela 25 ans, 45 000 femmes à travers le monde s'étaient retrouvées en Chine et avaient une plateforme revendicative avec 12 points sur la santé, l'éducation, l'autonomisation, la petite fille, etc. Aujourd'hui, le rapport national du Bénin montre qu'il y a eu des progrès au niveau de la scolarisation des filles, de la santé, de la reproduction, mais il reste des chantiers. Les chantiers dont nous avons parlé de la représentativité, donc comment s'assurer qu'il y a beaucoup plus de femmes au gouvernement, au Parlement, dans toutes les instances de décision, et aussi nous avons parlé des ressources. Comment nous assurer que les femmes vont avoir des ressources, un accès accru aux ressources, et je remercie encore le ministre de nous avoir accordé ces moments. Nous avons parlé donc des voies et moyens permettant de développer les relations entre l'Algérie et le Bénin, qui sont deux pays frères liés par des relations historiques depuis l'indépendance. Son Excellence, le ministère des Affaires étrangères, la coopération a mis l'accent sur les aspects économiques, à juste titre d'ailleurs, et nous partageons cette vision et cette démarche. Et en tant qu'ambassadeur de mon pays, je ne manquerai pas d'apporter ma valeur ajoutée pour développer les relations économiques et de coopération entre les deux pays. L'Algérie a toujours accordé des bourses aux étudiants béninois. C'est la preuve que nous respectons beaucoup le peuple béninois. Et nous sommes conscients de la dynamique de ce pays, de ses capacités, de ses ressources humaines qui lui permettent de se développer, d'atteindre un niveau de développement appréciable en Afrique, qui peut-être pourrait donner des leçons en termes de développement, en termes de sécurité à beaucoup de pays en Afrique. L'acquisition d'une voiture requiert une procédure bien définie par le Code des douanes. Dans un contexte où 2646 véhicules ont été frauduleusement immatriculés, selon un audit de l'Agence nationale des transports terrestres, la maîtrise de la procédure de dédouanement plus que jamais s'avère opportune. Comment dédouaner alors un véhicule au Bénin? Nous avons posé la question au déclarant en douane Georges Prudencio. Suivons ensemble ses explications au micro d'Eden TV. Vous allez sur un parc, vous achetez une voiture, vous avez droit à ce qu'on appelle le connaissement. C'est un document qui vient avec la voiture, qui renseigne l'administration par rapport à tout ce qu'il y a sur la voiture, l'année de la voiture par exemple, vous voyez, le châssis de la voiture, tout ça. Donc vous avez droit au connaissement, vous avez droit à une carte grise qu'on vous donne. Et lorsque vous avez la carte grise et le connaissement, vous allez vers celui qu'on appelle communément déclarant en douane ou transitaire, comme moi par exemple. Donc lorsque vous venez chez moi, eh bien moi je vous prends le connaissement et la carte grise et je me rapproche, n'est-ce pas, d'un commissionnaire en douane. Parce que nous autres, on n'est pas connus par la douane. Nous sommes dans le circuit informel. Mais les commissionnaires en douane, ce sont ceux-là qui sont reconnus par la douane. Donc on se rapproche d'eux avec le connaissement et la carte grise. Et eux autres maintenant, ils produisent ce qu'on appelle une déclaration qui est complètement officielle. Hein. Et c'est sur cette déclaration, c'est un document sur lequel ils renseignent l'administration douanière
par rapport au véhicule. Donc ils mettent sur la déclaration le nom du propriétaire, celui qui achète la voiture normalement, on met son nom dessus, on met le nom de la voiture, on met l'année, on met le châssis, on met tout ce qu'il faut. Et on met le prix également de la voiture au niveau de la déclaration que le commissionnaire en douane nous donne. Le transitaire, nous autres, nous prenons cette déclaration, on se rapproche de l'administration douanière. Et au niveau de la douane, eux autres, ils vérifient si tous ces documents-là sont conformes, si tout ce qu'il y a sur le document, la déclaration est conforme, si le prix à payer est conforme, parce que le prix à payer dépend de l'année de la voiture. Donc, lorsque le douanier, il regarde tout cela, il voit que c'est OK, il valide. Il valide ces informations-là qui rentrent dans le système de la douane. Or, n'oubliez pas que la douane est connectée avec la DTT, l'Interpol. Donc, ces renseignements-là, par rapport à la voiture, sont intégrés dans le système. Ensuite, nous quittons la douane, on va à la banque pour payer le droit, n'est-ce pas, par rapport au droit de dédouanement, par rapport à la voiture. Donc, c'est à la douane, c'est à la banque qu'on va payer. Et lorsque nous payons au niveau de la banque, nous avons une quittance. Avec cette quittance, maintenant, on amène le véhicule au niveau de l'Interpol qui vérifie si effectivement, qui vérifie de visu, si effectivement tout ce que nous avons donné comme renseignement et tout est OK. Donc, eux autres, ils vérifient effectivement. Et lorsque c'est fait, ils valident également à leur niveau. Lorsqu'ils valident à leur niveau, eh bien, la DTT est informée. N'oubliez pas. Donc, lorsque nous quittons l'Interpol, on va au niveau de la DTT qui nous produit maintenant une nouvelle carte grise, c'est-à-dire la carte grise du Bénin, ainsi que la plaque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire propriétaire d'une voiture. Lorsque vous avez accompli toutes ces formalités-là, eh bien, vous avez la plaque et la carte grise. Voilà à peu près abrégé comment on peut dédouaner une voiture. Les riverains et usagers de la voie pavée derrière le poste et passant devant l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM, ancien INE, du quartier Bégamin à Idodo de Cotonou n'en peuvent plus. L'inondation répétitive de ce tronçon qui dure depuis 2 décennies plonge leur commerce dans la faillite et détériore la qualité de vie. Maury Arnaud Agua, Juste Aimé Defoji, Romaric Devouchi. C'est avec colère, désespoir et désolation que nous ont accueillis les usagers et riverains de la route Bégamin à Idodo qui passe devant l'École nationale d'économie appliquée et de management. Et pour cause, ils sont fatigués d'appeler toutes les fois et devant les caméras les autorités municipales et gouvernementales au secours pour asphalter ce tronçon qui est tout le temps sous l'eau en saison pluvieuse. C'est malheureux, ça dure depuis plus d'une décennie. Je vais dire pratiquement même plus de 15 ans. Et les autorités municipales, à chaque fois, à chaque saison pluvieuse, ils chaussaient leurs bottes pour venir passer par ici. On fait semblant à la population de trouver des solutions. Mais c'est triste, on a tout dit. Les gens ont tout fait ici. Des délégations se sont rapprochées des autorités. Mais ils n'ont rien fait pour ce quartier. Il y a des travaux qui ont été exécutés à coups de millions ici. L'argent du contribuable a été investi ici. Mais toujours pas de solution. Après, on nous fait on sort des chiffres faramineux pour dire que des travaux ont été exécutés. Venez voir ce qui a été fait. C'est encore noyé dans l'eau. C'est pas bon. Ça, là, nous sommes même fatigués. On a plusieurs fois l'été, les chefs quartiers, les membres de la mairie, mais rien ne change. Donc, nous sommes juste fatigués. On les regarde faire seulement. Ça fait très longtemps. Chaque fois, on alerte, mais on ne trouve jamais de solution. Depuis des années, vous venez, vous filmez, mais vous repartez, il n'y a pas d'amélioration. Fait comment? Les désagréments qu'ils subissent sont de tous ordres, à savoir économiques, sanitaires et environnementaux. Les clients n'arrivent pas à venir. Les clients ne peuvent pas passer dans l'eau pour venir. Donc, on est obligé de vivre comme ça. C'est pluvieuse, c'est la mévente complètement. On quitte le bureau, on rentre dans l'eau. Dans nos bureaux, l'eau rentre. Donc, on ne peut rien. Et vous imaginez qu'il y a trop de commerce sur la ligne. Tout cela doit payer les impôts. Les autorités en voyant ça, est-ce qu'eux-mêmes ils peuvent traverser les flaques d'eau et aller faire quoi que ce soit ici? Ils peuvent se rapprocher d'un commerce ici?
Je peux me mettre bien maintenant, mais je vais vouloir sortir, je vais voir de l'eau, je vais me retourner. Une fois de plus, les usagers et riverains de cette route lancent un appel aux autorités compétentes. Nous allons les inviter dans cette période d'asphaltage là, ils n'ont qu'à penser à notre voie là. Sinon, on doit croire que la première phase d'asphaltage, ils vont commencer par ici. Malheureusement, ils avaient choisi d'autres endroits. Mais j'aimerais que la deuxième phase, ça puisse commencer par ici. Oui, une fois de plus encore, nous leur demandons de penser à ce quartier. Cette route passe tellement que... Mais allez, promenez vos micros devant les ministères, devant les autorités. Ils vous diront. Autant qu'ils sont, ils voient tout ça. Mais nous leur disons pardon de penser à ce quartier. Monsieur le maire de Cotonou, venez nous réparer cette voie-là. Merci beaucoup. Avec un brin d'espoir, les usagers et riverains de ce tronçon de Gbégamé à Idodo espèrent que la deuxième phase du projet asphaltage prendra en compte cette voie très empruntée par les autorités béninoises. Elle s'appelle Nanon Fonkpa, princesse en passe d'être couronnée dans quelques jours au sein de la lignée Glélé. Ce dimanche 12 juillet 2021, elle a montré une fois encore sa disponibilité au service de ses ancêtres. C'est à travers une visite au palais du roi et à la reine mère Nanzoni Di à Abomey. Frédéric Espoir Oumabou, Romaric Devochi. Ce dimanche 11 juillet 2021 est un jour spécial pour la future couronnée Nanon Fonkpa. Accompagnée des membres de l'association des princesses d'Abomey, elle est allée faire allégeance aux autorités royales d'Abomey. Désignée depuis quelques semaines par ses ancêtres à travers l'oracle, Nanon Fonkpa n'a pas encore reçu son diadème qu'elle montre son attachement à la tradition. C'est à ce titre qu'elle a rendu visite à leur majesté le roi Dada Kefa Sagbadou Glélé et Anna Zoindi ce dimanche. Après consultation de l'oracle, j'ai reçu son pouget à la maison. Et moi j'ai pris ça, je l'ai béni. Et aussitôt, une semaine après, je l'ai amené voir ce même roi qu'on a vu. Et le roi aussi a béni ça et dit, bon, tu n'es pas sûr pour aller s'installer en Europe, hein, qu'on ne vient pas tricher nos us coutumes et puis s'en aller. Elle a juré ciel et terre. Si la saison sèche, il faudrait qu'elle fasse ça parce qu'elle a un rôle à jouer aux côtés du roi. Cette démarche de la future couronnée, selon les gardiens de la tradition, à l'image de Daadegbe Agoliagbo Mitodaro à Danrouton, est une démarche fort louable. Je ne vois pas les nains déjà consacrés venir faire allégeance à la mère du roi Glélé. Et donc, ce qu'elle vient de faire, pour moi, c'est une démarche noble qui l'honore et je crois que devenue nain, elle fera davantage et elle pourra servir d'exemple pour toutes celles-là. Pour la présidente de l'association des princesses d'Abomey, association dont fait partie la future couronnée Nanon Fonkpa, c'est un honneur d'avoir un membre comme elle. Incommensurable est ma joie de voir Nan aller s'incliner devant les têtes couronnées de sa ville natale. Et les mots me manquent surtout pour exprimer ma joie. Et je prie l'Éternel des armées, je prie le man de nos ancêtres à l'accompagner dans sa noble mission. Après le tour de ces palais et avant les réjouissances qui ont suivi la visite aux têtes couronnées, des libations ont été offertes aux ancêtres, toutes choses qui ont été approuvées par ces derniers. Actualité en dehors du Bénin, le projet de modification du code électoral au Sénégal crée une vive polémique. L'opposition estime que cette réforme va empêcher l'organisation d'élections transparentes et se dit prête à affronter le président Macky Sall. Plusieurs points de blocage, dont un article qui prive les personnes qui ont été condamnées par la justice de leurs droits civiques mais aussi politiques. Un article qui, en l'occurrence,
empêcherait des ténors de l'opposition, que ce soit Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou encore Karim Ouad, le fils de l'ancien président sénégalais, de participer aux prochaines échéances électorales. Autre point de désaccord, la création d'une autorité indépendante pour superviser les élections, avec en ligne de mire les élections locales et législatives de 2022, mais aussi la présidentielle de 2024. La tension était palpable ici dans l'hémicycle, alors que l'opposition accuse le président Macky Sall de fermer la porte au dialogue. Alors cette réforme électorale a été votée à 96 voix contre 5 et nous avons recueilli les réactions des députés à l'issue du vote. Le président a appelé tous les leaders politiques et l'opposition qui s'agite était au processus du dialogue du début jusqu'ici, que ce soit le PDS par le biais de Oumar Sarr, que ce soit le PASTEF de Ousmane Sonko, que ce soit les khalifistes entre autres, toute l'opposition pratiquement avait répondu à l'appel. Maintenant, au terme du processus, ils sont dans une politique politicienne, vous comprenez comment ça se passe avec l'opposition. Mais le plus important, c'est qu'on a des points d'accord assez importants sur le processus électoral sénégalais qui sont à saluer et à encourager. Quand ils disent qu'on a peur des élections, mais la peur, ça touche à leur niveau. Ils ne sont pas prêts, ces gens de l'opposition-là. Parce qu'en fait, la campagne électorale, ce n'est pas dans les marchés ou dans les places publiques. Hein? Mais ce n'est pas jouer au ballon. Hein? La politique, quand même, c'est du sérieux. Depuis un bon moment, jamais il y a eu une élection, il y a eu un vote d'une loi ici à l'Assemblée sans que le président Macky Sall ne bunkerise toute la ville. Pourquoi a-t-on besoin de mettre les policiers dans toute la ville pour voter une loi? Cela veut dire que c'est des lois controversées, c'est des lois qui ne font pas l'objet d'un consensus. L'opposition tirera toutes les conséquences. Ce qui est sûr est que hier le mot d'ordre était net et que nous sommes pour la confrontation. Vous l'entendez, des menaces à peine voilées de l'opposition qui installe un climat délétère ici à Dakar entre les proches de Macky Sall et les acteurs de la vie politique sénégalaise. Alors l'opposition qui d'ailleurs ne compte pas en rester là et qui promet de riposter dans les prochains jours. Le président Macky Sall dispose donc de très peu de temps pour apaiser ses opposants. La loi portant sur le code électoral doit être promulguée d'ici le 23 juillet prochain pour être dans les délais imposés par la CEDEAO. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.